Elle croyait que son histoire touchait à sa fin lorsqu'elle se tint au bord de la rivière, vêtue de sa robe de mariée déchirée. Mais une simple question posée par un inconnu allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur la vie et l'amour. Merci infiniment de nous suivre et pour tous vos commentaires. Dites-moi à la fin si vous aimez cette histoire, d'où vous regardez et pourquoi vous suivez ce récit. Élise Dumont se tenait au bord de la rivière sauvage, l'ourlet de sa robe de mariée souillée de boue et les larmes ruisselant sur son visage. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur l'eau, la transformant en un ruban d'or et de cramoisi. Ses doigts tremblaient, tandis qu'elle retirait son alliance, la fixant une dernière fois avant de la serrer fermement dans sa paume. 3 ans, murmura-t-elle face au flot tumultueux. 3 années de promesses et de mensonges. Le vent tirait sur ses cheveux blonds dénoués, qui n'étaient plus arrangés dans les boucles soignées que sa servante avait préparées ce matin-là. À peine 6 heures plus tôt, elle se tenait dans l'église, attendant que Julien Leroux fasse d'elle son épouse. La chapelle avait été décorée de fleurs des champs, les bancs étaient remplis des familles les plus respectables de Ville-Marie. Mais Julien n'arriva jamais. À sa place, son meilleur ami se présenta avec une lettre. Julien avait fui vers les mines du Sud avec la fille du banquier. Ils entretenaient une liaison dans son dos depuis des mois. L'humiliation brûlait plus intensément encore que le chagrin. « Mademoiselle, comptez-vous sauter ?» La voix la fit sursauter. Élise se retourna pour voir un homme de haute stature se tenant à quelques mètres. Ses traits étaient marqués, pommettes saillantes, peau cuivrée et longs cheveux noirs retenus par un lien de cuir. Il portait un pantalon simple et une chemise en coton blanc, mais son allure suggérait une dignité bien au-delà de ses vêtements modestes. « Ce ne sont pas vos affaires, » répondit Élise, essuyant ses larmes du revers de la main. « La rivière est haute et glaciale en cette saison, » dit-il en faisant un pas prudent vers elle. « Et cette robe vous entraînerait vers le fond très rapidement. » Élise baissa les yeux sur sa tenue de noces. « C'est peut-être le but ?» rétorqua-t-elle. L'homme inclina la tête. « Croyez-vous encore en l'amour, femme blanche ?» Cette question étrange la prit au dépourvu. Quel amour? Croyez-vous qu'il existe? Ou la trahison d'un seul homme vous a-t-elle convaincu qu'il n'a jamais été réel? Élise le fixa, la colère montant en elle. « Vous ne savez rien de moi. »« Je reconnais le deuil quand je le vois, » répondit-il calmement. « Je sais ce que c'est de perdre tout ce que l'on croyait certain. » Quelque chose dans son ton la fit s'arrêter. Ses yeux sombres ne contenaient aucun jugement, seulement une profonde compréhension qui semblait transpercer sa douleur. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle en s'éloignant d'un pas du bord. « On m'appelle aigle solitaire parmi mon peuple, les Cheyennes. Vos gens m'appellent Raphaël quand cela les arrange. » Élise avait entendu des histoires sur les tribus guerrières des plaines, mais la présence de cet homme ne l'effrayait pas. Peut-être était-elle au-delà de la peur à présent. « Pourquoi êtes-vous ici, si loin de votre peuple ?»« Je sers parfois d'éclaireur pour l'armée. Je retournais au fort quand j'ai vu une femme en blanc près de la rivière. » Il fit un geste vers l'horizon. « Le soleil se couche, mademoiselle. Quelle que soit la décision que vous preniez, prenez-la dans la lumière. » Élise baissa les yeux sur son poing serré, l'ouvrant lentement pour révéler l'alliance. L'anneau d'or capta la lumière mourante du jour. « Je croyais qu'il m'aimait, » chuchota-t-elle. 3 ans de cours assidus
et il n'a même pas pu me dire en face qu'il en aimait une autre. Raphaël acquiesça. Les lâches portent souvent des masques de bravoure, jusqu'au moment où le courage est nécessaire. Et que saurait un Cheyenne des coutumes matrimoniales des hommes blancs ? Demanda-t-elle, bien que sans malice. La douleur parle toutes les langues, répondit-il simplement, et le courage est valorisé dans toutes les tribus. Pour la première fois de la journée, Élise ressentit autre chose que du désespoir. C'était une petite étincelle de curiosité pour cet homme étrange qui parlait avec tant de sagesse. « Votre peuple a-t-il des rituels pour les promesses brisées ?» demanda-t-elle. « Nous avons des rituels pour tout, pour le deuil, pour la guérison, pour les nouveaux départs, mais aucun n'implique de se livrer aux esprits des eaux avant son heure, » dit-il en pointant la rivière. Malgré elle, Élise sentit ses lèvres frémir de l'ombre d'un sourire. « Essayez-vous de me dissuader de sauter, monsieur Aigle solitaire ?» Raphaël, corrigeait-il. Eh oui, ce serait dommage de gâcher une telle vie pour un homme sans honneur. Élise regarda l'eau tumultueuse en contrebas, puis se tourna vers l'homme étrange qui était apparu telle une vision dans son moment le plus sombre. Le soleil avait presque disparu maintenant, laissant le ciel peint de violet profond et de bleu nuit. « Si je m'éloigne de ce bord, qu'arrivera-t-il ensuite ?» demanda-t-elle, soudain consciente de sa perdition. Ses parents étaient morts 2 hivers plus tôt. Elle n'avait ni frère ni sœur. La maison où elle vivait appartenait à sa tante, qui avait clairement fait comprendre qu'un bon mariage était le devoir et la raison d'être d'Élise. « Alors vous faites un pas après l'autre, jusqu'à ce que vous trouviez un nouveau chemin, » répondit Raphaël, en commençant par quitter cette rivière avant que l'obscurité ne tombe complètement. Élise hésita, puis s'éloigna lentement du bord. Ce faisant, son pied se prit dans l'ourlet déchiré de sa robe et elle trébucha. En un instant, Raphaël fut à ses côtés, sa main ferme sur son bras. « Doucement, » dit-il calmement. Ce simple contact humain, la première touche bienveillante qu'elle ressentait de la journée, brisa quelque chose en elle. Élise se mit à pleurer. Ce n'étaient pas les larmes silencieuses d'avant, mais des sanglots profonds et déchirants qui la pillaient en deux. Raphaël resta silencieux à ses côtés, ses mains soutenant toujours son bras, laissant son chagrin s'écouler sans retenue. Lorsque la tempête de larmes s'apaisa enfin, Élise se redressa, embarrassée par son attitude. « Je suis désolée. » « Ne vous excusez jamais pour une émotion sincère, » dit Raphaël. « Venez, je vais vous raccompagner en ville. »« Je ne peux pas y retourner, » dit Élise, la panique montant dans sa poitrine. « Tout le monde le sait. Ils parlent tous de la pauvre Élise Dumont, abandonnée devant l'autel. » Raphaël réfléchit à cela. « Alors n'y retournez pas ce soir. Il y a une cabane de trappeurs non loin d'ici. Elle est abandonnée, mais solide. Vous pourrez rassembler vos esprits jusqu'au matin. » Élise savait qu'elle devrait refuser. Aller n'importe où avec un homme inconnu, surtout un autochtone, était au-delà de l'indécence. Mais la pensée d'affronter les regards apitoyés et les commentaires chuchotés était insupportable. « Montrez le chemin, monsieur Raphaël, » dit-elle enfin, prenant sa décision. Alors qu'il s'éloignait de la rivière, Élise jeta un dernier regard vers l'eau. Elle laissa tomber l'alliance, la regardant disparaître dans le courant en contrebas. Quoi qu'il arrive ensuite,
il n'y aurait pas de retour en arrière. La cabane du trappeur était petite mais robuste, nichée par nids de grands pins à environ 1 kilomètre de la rivière. Raphaël alluma une lanterne suspendue près de la porte, illuminant l'intérieur modeste. Une table en bois avec 2 chaises, une cheminée en pierre et un lit étroit poussé contre le mur du fond. « Ce n'est guère luxueux », dit-il, en s'affairant pour allumer un feu dans l'âtre, « mais cela vous gardera en sécurité pour la nuit. » Élise se tenait là, gauche, dans sa robe de mariée maculée de boue, se sentant déplacée au milieu de ce décor rustique. « Emmenez-vous souvent des inconnus dans des cabanes abandonnées, monsieur Aigle solitaire ?» Une lueur d'amusement traversa le visage de l'homme tandis qu'il disposait le petit bois. « Non, mademoiselle Dumont, c'est une première pour moi aussi. »« Comment connaissez-vous mon nom ?» demanda Élise, soudain sur ses gardes. Toute la ville ne parlait que des noces Dumont-Leroux, répondit-il simplement. Je suis peut-être un Cheyenne, mais je ne suis pas sourd. Élise s'effondra sur l'une des chaises en bois, soudainement épuisée. Je suppose que tout le monde parle de l'humiliation des Dumont à présent. Les gens jasent toujours, répondit Raphaël en m'encourageant les flammes à prendre vie. Demain, ils trouveront un autre eau à ronger. Le feu commença à crépiter, envoyant une lumière dorée danser sur les murs de rondins. Élise observait Raphaël à l'œuvre, notant l'efficacité de ses gestes, la précision minutieuse de ses actions. Il n'y avait rien de superflu dans ses mouvements. « Avez-vous faim ?» demanda-t-il en se relevant face au foyer désormais ardent. Élise réalisa qu'elle n'avait rien avalé depuis le petit déjeuner. Le grand festin des noces avait été délaissé en même temps que la mariée. « Oui, en vérité. » Raphaël hocha la tête et attrapa une besace en toile qu'il avait apportée. Il en sortit de la viande séchée, quelques pommes ridées et une petite miche de pain. « Ce n'est pas un banquet de noces, mais cela vous donnera des forces. »« Merci, » dit Élise en acceptant ce repas frugal. Tandis qu'il mangeait en silence, elle se surprit à l'étudier plus ouvertement. « Puis-je vous demander quelque chose, Raphaël ?» Il acquiesça. « Pourquoi vous êtes-vous arrêté pour m'aider ? La plupart des hommes blancs auraient détourné le regard. La plupart des Indiens l'auraient fait aussi. » Raphaël réfléchit soigneusement à la question avant de répondre. « Il y a 7 hivers, ma femme et mon fils ont été emportés par la fièvre qui a balayé notre campement. Pendant de nombreuses lunes, j'ai erré comme une ombre parmi mon peuple, vide de l'intérieur. Un jour, je me suis tenue au bord d'une haute falaise, tout comme vous étiez près de la rivière. Le souffle d'Élise se coupa. « Qu'est-ce qui vous a arrêté ?» Une vieille guérisseuse de ma tribu. Elle m'a dit que le chagrin n'est pas la fin du sentier, seulement un tournant sur la piste. Il soutint directement le regard d'Élise. Quand je vous ai vu près de la rive, je me suis souvenu de ces paroles. L'honnêteté brute de son histoire toucha profondément la jeune femme. Je suis navrée pour votre famille, tout comme je suis désolée pour votre douleur aujourd'hui, répondit-il. Mais la douleur nous enseigne, si nous le lui permettons. Élise baissa les yeux sur sa robe blanche, désormais souillée par la terre et l'eau du fleuve. « Je ne sais pas quoi faire à présent, » avoua-t-elle. « J'ai passé 3 ans à planifier une vie qui a disparu en un instant. » « Qu'attendiez-vous de cette vie ?» demanda Raphaël. La question la prit au dépourvu. « Comment cela ? Au-delà de l'homme qui est parti, que cherchiez-vous ? Un foyer ? Des enfants ? Une raison d'être ?
Élise n'avait jamais envisagé de séparer ses rêves de la personne de Julien. Je suppose que je voulais mon propre foyer, de la sécurité, compter pour quelqu'un. Raphaël hocha la tête. Ces choses ne nécessitent pas Julien Leroux. Facile à dire pour vous, répliqua Élise avec un éclair d'agacement. Une femme seule a peu d'options dans ce monde. Et quelles sont-elles ? Élise soupira. Je pourrais retourner chez ma tante et espérer qu'un autre prétendant finisse par apparaître. Je pourrais chercher un emploi d'institutrice ou de dame de compagnie, bien que les postes soient rares, ou je pourrais... Elle laissa sa phrase en suspens, réalisant à quel point ses choix étaient limités. Les femmes de ma tribu trouveraient de telles limitations bien étranges, remarqua Raphaël. Elles possèdent leur propre tipi, font du commerce et choisissent leurs époux. Certaines combattent même aux côtés des hommes. Ce n'est pas ainsi que fonctionne mon monde, dit Élise. Peut-être que votre monde est plus étroit qu'il ne devrait l'être, suggéra doucement Raphaël. Ils tombèrent dans le silence, tandis que le feu claquait et sifflait dans l'âtre. Dehors, un hibou ulula dans la nuit, son cri obsédant filtrant à travers les murs de la cabane. « Je devrais vous laisser vous reposer », dit finalement Raphaël en se levant de sa chaise. « Je dormirai dehors pour monter la garde. »« Attendez !» dit Élise, une panique soudaine l'envahissant à l'idée de se retrouver seule avec ses pensées. « Voudriez-vous me parler de votre peuple, juste un petit moment ?» Raphaël hésita, puis hocha la tête. Il se rassit et commença à parler d'une voix basse et rythmée, des traditions cheyennes, de leurs liens avec la terre et des histoires transmises de génération en génération. Élise écoutait, momentanément transportée loin de ses propres tourments par ces descriptions vivantes de la vie dans les grandes plaines. « Les étoiles nous guident, » dit Raphaël, en faisant un geste vers le toit, comme s'il pouvait voir le ciel nocturne à travers. Elles demeurent constantes quand tout le reste change. Comme le conseil de votre guérisseuse, murmura Élise, luttant pour garder les yeux ouverts alors que l'épuisement la gagnait. Oui, convint Raphaël, certaines vérités demeurent même lorsque le monde se dérobe sous nos pieds. Les paupières d'Élise s'alourdirent, la chaleur du feu et la cadence douce de la voix de Raphaël la berçant vers le sommeil. La dernière chose dont elle se souvint fut sa voix parlant de l'aube, apportant une lumière nouvelle sur les vieux problèmes. Elle se réveilla en sursaut, la lumière du soleil inondant l'unique fenêtre de la cabane. Une couverture avait été drapée sur elle, et elle était toujours assise sur la chaise, bien que quelqu'un ait calé sa tête avec une veste pliée. Le feu n'était plus que braise, mais la pièce restait confortablement tiède. Raphaël n'était nulle part en vue, mais une tasse d'eau et quelques fruits secs supplémentaires avaient été placés sur la table près d'elle. Élise se leva, étirant ses muscles raides, et s'approcha de la fenêtre. Dehors, elle pouvait voir Raphaël près d'un petit ruisseau, se lavant le visage à l'eau claire. Pour la première fois, Élise se regarda vraiment. Sa robe de mariée déchirée et boueuse, ses cheveux emmêlés et sauvages, ses mains portant encore la terre de la berge. Pourtant, d'une certaine manière, à la lumière du matin, sa situation ne semblait pas aussi désespérée que la veille au soir. Un pas après l'autre, murmura-t-elle pour elle-même, se remémorant les paroles de Raphaël. Quoi qu'il arrive ensuite, elle avait survécu au pire jour de sa vie. C'était peut-être une base sur laquelle construire. Lorsque Raphaël revint à la cabane, il portait un paquet de vêtements. « Je suis allé au fort à l'aube », expliqua-t-il.
La blanchisseuse me devait une faveur. Ce ne sont pas des étoffes précieuses, mais elles sont propres et pratiques. Élise accepta le paquet, une simple robe de coton bleu, du linge de corps et un châle en laine. « Merci, dit-elle, touchée par sa prévenance. Vous n'étiez pas obligé de faire cela. Un nouveau chemin exige parfois de nouveaux vêtements, répondit-il avec un léger sourire. Je vais attendre dehors pendant que vous vous changez. Seule dans la cabane, Élise quitta sa robe de mariée avec des émotions mitigées. En glissant dans la simple robe bleue, elle eut l'impression de se défaire de bien plus que du tissu. Elle laissait derrière elle la personne qu'elle avait été, l'avenir qu'elle avait planifié, la vie à laquelle elle s'attendait. Lorsqu'elle émergea de la cabane, Raphaël l'attendait avec 2 chevaux. « J'ai pensé que vous préféreriez ne pas rentrer en ville à pied. » Élise s'approcha de la jument au regard doux, caressant son museau. « Je ne suis pas sûre d'être prête à affronter tout le monde. »« Vous n'avez de compte à rendre à personne, » dit Raphaël, « mais vous devrez décider où votre chemin vous mène ensuite. » Alors qu'Élise montait en selle avec l'aide de Raphaël, elle réalisa que pour la première fois depuis des années, son avenir lui appartenait entièrement. Cette pensée était à la fois terrifiante et étrangement libératrice. « Raphaël, dit-elle alors qu'il s'apprêtait à partir, merci d'avoir été là, près de la rivière hier. » Il hocha la tête une fois, ses yeux sombres croisant les siens. Parfois, le plus grand courage est simplement de continuer à respirer quand il serait plus facile de ne pas le faire. Tandis qu'il chevauchait vers la ville, Élise se demandait ce qui l'y attendait et quel sentier inattendu pourrait s'ouvrir devant elle, maintenant qu'elle n'était plus la future épouse de Julien Leroux. Ville-Marie apparut à l'horizon. Le clocher de l'église s'élevait au-dessus des autres bâtiments, tel un doigt accusateur pointé vers le ciel. L'estomac d'Élise se noua à leur approche. La ville représentait tout ce qu'elle avait perdu. Sa réputation, son avenir, son sentiment d'appartenance. « Nous pouvons contourner les rues principales, » proposa Raphaël, notant sa tension. « Et approcher la maison de votre tante par l'arrière. » Élise redressa l'échine. « Non, si je dois affronter ma nouvelle vie, autant commencer maintenant. » Raphaël l'étudia un instant, puis hocha la tête avec approbation. Le courage prend bien des formes. Ils descendirent la grande rue à une allure régulière. C'était le milieu de la matinée et les trottoirs bourdonnaient d'activité. Les têtes se tournaient sur leur passage. Élise sentait le poids des regards, entendait le murmure des conversations interrompues par son apparition, chevauchant à travers la ville avec un homme Cheyenne, vêtu de vêtements d'emprunt au lieu de ses atours de noces. C'était un suicide social, quelle que soit la mesure. « Mademoiselle Dumont ! Oh bon sang !» La voix appartenait à Madame Perry, la modiste, qui se précipita au bord de la rue, la main pressée théâtralement sur sa poitrine. « Nous étions morts d'inquiétude quand vous avez disparu après cette terrible affaire à l'église. »« Je vais très bien, merci, madame. »« Perry, » répondit Élise avec un calme forcé. « Veuillez informer quiconque s'enquérerait de moi que je serai chez ma tante. » Avant que la femme ne puisse répondre, Élise talonna sa monture, gardant le regard fixé droit devant elle. Raphaël chevauchait silencieusement à ses côtés, sa présence à la fois réconfortante et compliquant davantage sa situation. « Ils vont parler de ça pendant des mois, » murmura Élise. « Laissez-les faire, » répondit simplement Raphaël. « Leurs mots ne peuvent vous blesser que si vous leur accordez de l'importance. »
Ils tournèrent dans la rue des Ormes, où la belle demeure à 2 étages de sa tante se dressait parmi d'autres habitations respectables. Élise mit pied à terre avant d'atteindre le portail, se tournant vers Raphaël avec incertitude. « Je devrais continuer seule d'ici, » dit-elle. « Ma tante est traditionnelle dans ses opinions. » Raphaël hocha la tête, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. « Que ferez-vous maintenant, Élise Dumont ?» C'était la première fois qu'il utilisait son prénom, et quelque chose dans la façon de l'entendre de sa voix grave la fit s'arrêter. « Je ne sais pas encore, » avoua-t-elle, « mais je ne retournerai pas à la rivière. » L'ombre d'un sourire toucha ses lèvres. « C'est un bon début. » Élise hésita, puis demanda. « Resterez-vous longtemps à Ville-Marie ?»« Je pars pour Fort-Sentinelle demain, » répondit-il. « L'armée requiert mes services comme guide et interprète pour une expédition topographique. » La déception s'installa dans sa poitrine. Surprenante par son intensité. Cet homme était un étranger. Pourtant, en l'espace d'une nuit, il était devenu la seule personne qu'il avait vue au plus bas et l'avait tout de même traité avec dignité. « Merci pour votre gentillesse, Raphaël, » dit-elle formellement en tendant la main. Au lieu de la serrer, il prit doucement sa main et la tourna paume vers le haut. De sa poche, il sortit une petite étoile en bois sculpté qu'il déposa dans sa paume. « Pour vous rappeler que certains guides demeurent constants, » dit-il, « même lors des nuits les plus sombres. » Élise referma ses doigts sur l'étoile, étrangement émue par ce présent si simple. « Bon voyage, aigle solitaire. » D'un signe de tête, Raphaël monta à cheval et s'éloigna sans se retourner. Élise le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue, puis carra les épaules et s'approcha de la maison de sa tante. L'heure qui suivit fut aussi difficile qu'elle l'avait anticipé. Tante Hortense alternait entre un soulagement larmoyant pour la sécurité d'Élise et des sermons sévères sur les convenances. Lorsqu'Élise expliqua où elle avait passé la nuit, omettant certains détails sur son état d'esprit près de la rivière, sa tante faillit s'évanouir d'horreur. « Un sauvage ! Vous avez passé la nuit en compagnie d'un cheyenne ?» Tante Hortense s'éventait vigoureusement. « Si quelqu'un l'apprend, le peu de réputation qu'il vous reste sera complètement anéanti. » « Ma réputation a été détruite au moment où Julien m'a abandonnée devant l'autel, » répliqua Élise avec un calme inattendu. « Et Raphaël s'est comporté avec plus d'honneur en 1 jour que Julien n'en a montré en 3 ans. »« Raphaël, vous appelez cet Indien par son nom de baptême ?» Le visage de sa tante devint écarlate. « Je ne vous reconnais plus, Élise. Le scandale avec Julien était malheureux, mais ce comportement dépasse l'entendement. » Élise caressa l'étoile en bois dans sa poche. « Peut-être que je ne me reconnais pas non plus, ma tante, mais je commence à penser que ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose. » Au cours des jours suivants, Élise endura la réaction de la ville face à son abandon. Certains offraient une sympathie sincère, d'autres une satisfaction à peine voilée devant son infortune. Elle acceptait les deux avec un sang-froid qui la surprenait elle-même. Une semaine après le mariage raté, Élise arrangeait des fleurs dans le salon lorsque tante Hortense entra avec une lettre. « C'est de Madame Blanchard, à Bellerive », sa tante annonça. « Elle a accepté de vous accueillir pour l'été. Son cercle est très différent du nôtre. On ne vous reconnaîtra pas là-bas. D'ici l'automne,
Cette malheureuse affaire se sera peut-être suffisamment tassée pour que vous reveniez. » Élise prit la lettre, lisant l'écriture élégante de Madame Blanchard avec un malaise croissant. La femme offrait la charité, déguisée sous une invitation mondaine. Elle serait exposée comme un exemple à ne pas suivre pour les jeunes demoiselles de Bellerive, la mariée abandonnée, l'objet de pitié et de spéculation chuchotée. « C'est très aimable de la part de Madame Blanchard, » dit Élise avec prudence, « mais je ne crois pas que j'accepterai. » Les sourcils de tante Hortense bondirent vers le haut. « Ne soyez pas ridicule, Élise. C'est une solution parfaite à notre situation. » « Notre situation, » répéta Élise. « Vous voulez dire que mon humiliation vous incommode ? C'est injuste. Je pense à vos perspectives d'avenir. Un changement de décor est exactement ce qu'il vous faut. » Élise posa la lettre sur le guéridon et soutint le regard de sa tante. « Ce dont j'ai besoin, c'est de cesser de laisser les autres définir ma valeur et mon chemin. » Sa tante la regarda comme si elle s'était mise à parler une langue oubliée. « Qu'est-ce que tu racontes ? » « J'ai pris une décision, tante Hortense. Je quitte Ville-Marie, mais pas pour Bellerive. » Élise prit une profonde inspiration. « J'ai accepté un poste au bureau des affaires indiennes à Fort-Sentinelle. » Le silence qui suivit fut si complet qu'Élise pouvait entendre le tic-tac de l'horloge sur le manteau de la cheminée résonner comme le tonnerre à ses oreilles. « Tu as fait quoi ?» parvint enfin à dire tante Hortense. Sa voix était à peine un murmure. « L'armée a besoin d'enseignantes et d'aide administrative pour leur programme d'éducation, » expliqua Élise. « J'ai postulé par télégraphe il y a 3 jours et ils ont répondu ce matin. Ils cherchent désespérément des femmes instruites prêtes à travailler dans les territoires. »« C'est à cause de cet Indien, n'est-ce pas ?» exigea sa tante. « Il t'a rempli la tête d'idées sauvages. »« C'est grâce à moi, » répliqua fermement Élise. « Pour la première fois de ma vie, je fais un choix basé sur ce que je veux, pas sur ce que les autres attendent. Et qu'en est-il du mariage, de la famille, de la vie que tu étais censée avoir ?» Élise toucha l'étoile en bois dans sa poche. « Si ces choses sont pour moi, elles arriveront en temps voulu. Mais je ne resterai pas ici à attendre un autre Julien Leroux pour déterminer ma valeur. » Sa tante s'effondra sur une chaise, tamponnant ses yeux avec un mouchoir de dentelle. « Tu seras perdu à vivre parmi les soldats et les sauvages. »« Peut-être, » reconnut Élise. « Ou peut-être trouverai-je quelque chose qui m'a toujours manqué, sans que je le sache. » 2 semaines plus tard, Élise se tenait sur le quai de la gare de Ville-Marie, une unique malle contenant ses biens à ses pieds. Tante Hortense avait refusé de l'accompagner, une dernière protestation contre ce qu'elle considérait comme la descente d'Élise dans la folie. Alors que le train approchait, crachant sa fumée noire dans le ciel clair du printemps, Élise ressentit un curieux mélange de terreur et d'euphorie. L'étoile en bois était épinglée à l'intérieur de son manteau de voyage, près de son cœur, un rappel que même dans les moments les plus sombres, de nouveaux chemins pouvaient apparaître quand on s'y attendait le moins. Le sifflet de la locomotive perça l'air, et Élise ramassa son bagage. Peu importe ce qui l'attendait à Fort-Sentinelle, épreuve ou opportunité, solitude ou lien nouveau, elle le choisissait les yeux grands ouverts et un cœur qui, bien que meurtri, était encore capable d'espoir. En montant dans le train qui l'emmènerait vers le sud et les terres sauvages, Élise Dumont laissait derrière elle non seulement une ville, mais une version d'elle-même qui ne correspondait plus à celle qu'elle devenait.
Fort Sentinelle surgit du paysage de l'Ouest comme un morceau de civilisation jeté dans l'inconnu. Après 3 jours de voyage inconfortable en train et en diligence, Élise contempla l'ensemble de bâtiments en bois brut, les terrains de manœuvre et les baraquements avec autant d'appréhension que de détermination. Le bureau des affaires indiennes occupait un bâtiment modeste près du mur est du fort. À l'intérieur, Élise fut accueillie par un homme à l'air harassé, portant des besicles et ayant les doigts tachés d'encre. « Mademoiselle Dumont, je présume. Je suis Valère Simon, directeur administratif. » Il leva à peine les yeux de ses papiers. « Vous aiderez à la correspondance et au programme d'éducation des femmes. Madame Noirval m'a vous montré vos quartiers. » Une femme austère d'une 50aine d'années apparut, toisant Élise avec une franche évaluation. « Venez, mademoiselle Dumont. Les logements des enseignants sont derrière l'école. » La chambre d'Élise s'avéra petite mais propre, avec un lit étroit, un écritoire et une fenêtre donnant sur les collines lointaines. Après le départ de madame Noirval, avec un rappel sec concernant le petit déjeuner à 6 heures, Élise s'assit au bord de son lit, soudain submergée par la réalité de sa décision. « Qu'ai-je fait ?» murmura-t-elle à la pièce vide. Les semaines suivantes passèrent dans un flou de nouvelles routines et responsabilités. Élise se retrouva à travailler de l'aube au crépuscule, rédigeant des lettres, organisant les stocks et aidant aux classes pour les enfants autochtones qui venaient à l'école du fort. Le travail était exigeant, mais lui laissait peu de temps pour ressasser le passé. Elle apprit que Fort Sentinelle servait de point de contact entre le gouvernement et plusieurs tribus, dont les Cherokees, les Creeks et parfois les Cheyennes. Élise se surprenait à guetter toute mention d'un guide nommé Aigle solitaire ou Raphaël, mais n'entendit rien. Un soir, près d'1 mois après son arrivée, Élise rentrait à ses quartiers lorsqu'elle entendit qu'on l'appelait. En se retournant, elle vit le capitaine Jacques Benoît, le commandant second du fort, approcher avec sa démarche assurée habituelle. « Mademoiselle Dumont, un instant s'il vous plaît. » Le capitaine avait clairement manifesté son intérêt pour Élise dès sa première semaine au fort. Il était bel homme de façon conventionnelle, avec des cheveux châtains et une moustache soigneusement entretenue. Plusieurs autres enseignantes avaient laissé entendre qu'Élise serait sage d'encourager ses attentions. « Bonsoir, capitaine Benoît, » répondit-elle poliment. « Je me demandais si vous pourriez vous joindre à moi pour le dîner demain soir, dit-il. L'épouse du colonel organise une petite réception pour les officiers et le personnel. » Élise hésita. Le capitaine Benoît représentait exactement le genre de sécurité et de respectabilité qu'elle avait autrefois désiré. Pourtant, quelque chose la retenait d'accepter ces invitations de plus en plus fréquentes. « Merci, capitaine, mais j'ai promis d'aider à préparer le matériel pour les leçons de lundi. » La déception traversa son visage. « Vous travaillez trop dur, mademoiselle Dumont. » Que du travail et aucune compagnie, cela fait une existence bien solitaire. Peut-être, reconnut Élise avec un petit sourire, mais je trouve mon travail épanouissant. Alors que le capitaine Benoît prenait congé, Élise poursuivit vers ses quartiers, réfléchissant à sa réticence à accepter ses attentions. Se protégeait-elle d'un nouveau chagrin? Ou était-ce tout autre chose? Dans sa chambre, Élise sortit l'étoile en bois de sa poche et la plaça sur le rebord de sa fenêtre où le clair de lune accrocha ses arêtes sculptées. Elle se surprenait souvent à la toucher lorsqu'elle prenait des décisions, comme si le petit objet contenait une sagesse propre. Le jour suivant apporta une perturbation inattendue à la routine du fort.
Une équipe de topographes revint plus tôt des territoires de l'Ouest, rapportant des tensions accrues avec certaines bandes de l'Ouest. Élise recopiait des rapports au bureau lorsqu'elle surprit des officiers discutant de la situation. L'équipe d'arpentage a eu de la chance de s'en tirer avec ses scalps, remarqua un lieutenant, si leur guide Cheyenne ne les avait pas avertis de ce groupe de guerre. La main d'Élise se figea au milieu d'une phrase. « Excusez-moi, lieutenant. » Elle l'interrompit, oubliant le protocole. « Avez-vous dit un guide Cheyenne ?» L'officier se tourna, surpris par son intervention. « Oui, mademoiselle Dumont. Il répond au nom d'Aigle solitaire ou quelque chose comme ça. Il travaille avec l'armée depuis des années. Un brave type pour un Indien. » Le cœur d'Élise s'accéléra. « Est-il ici, au fort ?»« À l'infirmerie, » répondit le lieutenant, lui lançant un regard curieux. Il a pris une flèche en protégeant l'équipe. Rien de fatal, mais il sera cloué au lit pour un moment. Élise termina son travail avec une précision machinale, l'esprit ailleurs. Une fois ses obligations remplies, elle se dirigea d'un pas qu'elle voulait désinvolte vers l'infirmerie, se répétant qu'elle venait simplement prendre des nouvelles d'une connaissance, comme toute personne bien élevée le ferait. La salle de soins était silencieuse. Seuls 3 lits étaient occupés. Au fond de la pièce, partiellement dissimulée par un paravent, gisait une silhouette qu'Élise reconnut immédiatement malgré les bandages qui enveloppaient son épaule et le haut de son torse. Les yeux de Raphaël étaient clos, sa respiration régulière. Élise s'approcha à pas de loup, ne voulant pas le déranger s'il dormait. De près, elle pouvait voir les traces de la souffrance sur son visage, le léger pli soucieux entre ses sourcils. « Vous pouvez approcher ?» dit-il, sans ouvrir les yeux. « Je vous ai entendu entrer. » Élise sursauta, puis s'avança pour se tenir au chevet du lit. « Comment saviez-vous que c'était moi ?» Raphaël ouvrit les yeux, leur intensité sombre, inchangée malgré sa blessure. Vos pas, légers mais décidés, et cette odeur de savon à la lavande. Élise sentit une rougeur lui monter aux joues. « Le lieutenant m'a dit que vous aviez été blessé en protégeant l'équipe d'arpentage. Un léger désaccord avec certains de mes cousins plus traditionnels, » répondit Raphaël avec une pointe d'ironie. Il n'approuve guère les Cheyennes qui collaborent avec les hommes blancs. « Est-ce grave ?» demanda Élise en désignant son épaule bandée. « J'ai connu pire en tombant de cheval quand j'étais enfant, » dit-il, bien que la tension autour de ses yeux suggérât le contraire. « Qu'est-ce qui vous amène à Fort Sentinelle, Élise Dumont ?»« Nous sommes bien loin de Ville-Marie et des robes de mariée. Je travaille pour le Bureau des Affaires indiennes maintenant, » expliqua-t-elle. « J'enseigne et je m'occupe de tâches administratives. » Un sourire effleura les lèvres de l'homme. « Ainsi, vous avez trouvé un nouveau sentier, après tout. »« J'ai eu un bon guide cette nuit-là, près de la rivière, » répondit doucement Élise. « Quelqu'un qui m'a montré qu'un pas après l'autre pouvait mener vers une destination inattendue. » Ils gardèrent le silence, l'air entre eux chargé de pensées non dites. Finalement, Raphaël reprit la parole. « Le médecin de l'armée dit que je serai confiné ici pour au moins 2 semaines. Peut-être pourriez-vous revenir me voir? Apporter un livre, peut-être? Les jours sont longs, avec rien d'autre que la douleur et les souvenirs pour compagnie. » « J'aimerais beaucoup, » dit Élise, surprise par la sincérité de ses propres mots. Au cours des semaines suivantes, Élise rendit visite à Raphaël chaque jour, apportant des livres, les nouvelles du fort et finalement ses propres écrits.
des poèmes et des observations sur sa nouvelle vie qu'elle n'avait jamais partagée avec personne. Raphaël écoutait avec un intérêt véritable, offrant sa sagesse sur la terre et les peuples parmi lesquels elle vivait désormais. À mesure que ses forces revenaient, ils commencèrent à faire de courtes promenades dans l'enceinte du fort. Élise était douloureusement consciente des regards qui les attiraient. La mariée abandonnée et le guide Cheyenne. Un duo improbable selon toutes les normes établies. Les invitations du capitaine Benoît se firent plus rares, son attitude se refroidissant notablement. « Vous risquez votre position ici », remarqua Raphaël un soir, alors qu'il regardait le soleil se coucher depuis un banc près de l'école. « L'armée me tolère parce que je suis utile, mais ils n'approuveront pas une amitié entre nous. J'ai déjà survécu au pire scandale qu'une femme puisse affronter, » répliqua Élise. Être laissée devant l'autel permet de remettre les autres préoccupations sociales en perspective. Raphaël se tourna pour lui faire face. « Que cherchez-vous à présent, Élise Dumont? Ce nouveau chemin vous apporte-t-il ce que vous espériez ?» Élise réfléchit soigneusement à la question. « Je suis venue ici pour fuir l'humiliation, » admit-elle. « Mais j'ai trouvé un but dans mon travail. » Et elle hésita, puis poursuivit. « Et une connexion inattendue. » « La connexion est rare, » dit doucement Raphaël, « parmi mon peuple comme parmi le vôtre. » « La nuit de notre rencontre, » dit Élise, rassemblant son courage, « vous m'avez demandé si je croyais encore en l'amour. Je ne vous ai pas répondu alors. » Ses les yeux sombres la fixaient avec constance. « À présent, je pense que l'amour n'est peut-être pas ce que je croyais, » répondit-elle. « Ce n'est pas un mariage, ni une promesse, ni même la sécurité. C'est peut-être à la fois plus simple et plus complexe, comme trouver quelqu'un qui vous voit clairement et reste à vos côtés malgré tout. » Raphaël tendit lentement la main vers la sienne, lui laissant tout le loisir de se reculer. Lorsqu'elle ne bougea pas, il entrelaqua ses doigts aux siens. Un homme Cheyenne et une femme blanche, liés au mépris de toutes les frontières que leur monde avait érigées. « Mon peuple a un dicton, » dit doucement Raphaël. « Le plus long voyage commence par des mains qui se tendent par-delà la distance. » Élise baissa les yeux sur leurs mains jointes. « Et où mène ce voyage ? » « Je l'ignore, » admit Raphaël. « Un tel sentier a rarement été emprunté. Il y aura des épreuves venant de nos deux peuples. »« Je suis plus forte qu'autrefois, » dit Élise. « Cette nuit près de la rivière m'a appris cela. » Alors que le soleil disparaissait derrière les collines lointaines, Élise Dumont réalisa qu'elle avait trouvé quelque chose qu'elle n'avait jamais espéré en quittant Ville-Marie. Non seulement l'indépendance ou un but, mais la possibilité d'un lien qui défiait les conventions et les attentes. Le toile en bois que Raphaël lui avait donné trônait désormais sur son écritoire, non plus comme un talisman de survie, mais comme le rappel que certains guides demeurent constants, même lorsque le chemin à venir serpente à travers un territoire inexploré. Un pas après l'autre, murmura Raphaël, faisant écho à ces paroles de leur première nuit. Élise serra doucement sa main. Vers tout ce qui nous attend. Autour d'eux, le fort sentinelle poursuivait ses routines vespérales. Les soldats à l'exercice, les drapeaux que l'on descendait, les lampes que l'on allumait contre l'obscurité grandissante. Mais sur leur banc, Élise et Raphaël avaient créé un petit îlot de possibles. Un lieu
où une femme qui s'était tenue au bord du désespoir et un homme qui marchait entre deux mondes pouvaient imaginer un avenir qu'aucun d'eux n'aurait cru possible avant que leurs chemins ne se croisent sur une berge au soleil couchant.